Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifié et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons prendre la suite de l'épisode précédent. Dans l'épisode juste avant celui-ci, nous avions parlé des 4 plafonds qui vous limitent et qui bloquent la croissance de votre entreprise. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien je vous invite à l'écouter soit avant celui-ci, soit après. Dans les deux cas, ça fonctionnera. Mais ces 2 épisodes sont liés puisque aujourd'hui, on va creuser plus particulièrement l'un des sujets soulevés par les 4 plafonds de l'épisode précédent, l'un des sujets bloquants. On va rester dans les métaphores. Donc dans l'épisode précédent, je vous parlais de plafond. On était dans le bâtiment, dans la construction. Là, on va passer dans la plomberie. Je vais vous parler de goulot d'étranglement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, souvent, on utilise cette image dans l'entrepreneuriat, dans la partie organisationnelle, pilotage organisationnel, et on va chercher quels sont les goulots d'étranglement, les goulots de production, les goulots d'efficacité, etc., etc. Et pourquoi j'ai voulu vous faire cet épisode et parler de ce sujet? Eh bien, c'est parce que de ce que je constate sur le terrain, et toujours pareil, de ma propre expérience en premier lieu, lorsque l'on crée puis développe une entreprise, il arrive un moment, et justement c'est ce dont on va parler, de la question du moment, de quand, à quelle échéance dans la vie de l'entreprise, eh bien est-ce que sa dirigeante devient un goulot d'étranglement pour l'entreprise. Donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être que vous allez bientôt y être, peut-être que vous êtes en train d'en sortir ou pas, mais voilà, moi ce que je constate sur le terrain auprès de toutes ces femmes entrepreneurs du vivant que l'on accompagne, qui ont des entreprises entre le lancement depuis quelques mois, quelques petites années ou beaucoup plus, eh bien il y a toujours un moment et des fois plusieurs, parce que c'est quelque chose qui évolue dans le temps au fur et à mesure des étapes de croissance de l'entreprise. Mais en tout cas, voilà, toutes les femmes entrepreneurs, dirigeantes d'entreprise sont à un moment passées par cette étape où elles devenaient potentiellement un goulot d'étranglement dans leur entreprise. Et ça, c'est extrêmement important d'en prendre conscience et puis d'agir dessus, comme on va en parler dans cet épisode. Parce que, voilà, encore une fois, beaucoup de femmes entrepreneurs, dans ce que je constate, quand elles arrivent dans Dreamwild, elles sont partout, elles courent sur tous les fronts, elles sont pas mal en mode pompier. Voilà, en général, ça y est, vous avez eu vos premiers clients, vous avez lancé l'activité. L'activité fonctionne depuis voilà, quelques temps, comme je vous dis, quelques mois, quelques années. Mais au bout d'un moment, ça commence à plafonner. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Et une des raisons pour ça, c'est parce que vous êtes sur tous les postes, vous êtes sur tous les fronts. Vous êtes à la fois à la production, c'est-à-dire le fait de servir les clients, les clientes, que vous soyez dans voilà, de l'enseignement, de l'accompagnement, des métiers de conseil, de formation, de soins, de thérapie, tous les domaines d'accompagnement principalement. On accompagne aussi d'autres domaines, mais la grande majorité des personnes qu'on accompagne dans Dreamwild sont des accompagnantes. Ensuite, quelle que soit l'étiquette, entre guillemets, d'expertise que l'on met dessous. Et donc, en général, eh bien, vous êtes à la fois l'outil de l'entreprise, hein, ce que j'appelle la casquette métier, l'outil de production, puisque c'est vous qui accompagnez, en tout cas tout ou partie des clients, et vous êtes aussi à la production en interne au niveau des besoins de l'entreprise sur la partie gestion, pilotage financier, marketing, communication, développement commercial, structuration, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, eh bien, comme vous le savez, nos ressources sont limitées et la plus limitée étant le temps. Nous n'avons que 24 heures dans une journée et donc beaucoup de femmes entrepreneurs à un moment
arrive à une limite, à un plafond de capacité de production, à la fois dans la casquette métier et à la fois dans la casquette entrepreneuriale. Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez, il y a une solution à cela, il y a un mot que, à chaque fois que je le prononce, en général, quand les personnes intègrent Dreamwild au début, il y a une crispation. Encore une fois, ça dépend des entrepreneurs, ça dépend le stade auquel elles sont dans leur entreprise quand elles intègrent nos différents programmes et processus d'accompagnement, espaces d'accompagnement. Mais voilà, quand je prononce ce mot qui commence par D et qui finit par Sion, eh bien, en général, il y a la respiration qui s'arrête, il y a une forme de crispation. Je le ressens physiquement, physiologiquement dans les femmes qu'on accompagne et je le comprends puisque je suis passée par là avant. Donc ce mot, ce sujet, c'est la délégation. Et oui. Et comme je dis, voilà, souvent sujet de crispation, de peur, d'évitement, parce que, eh bien, très rapidement, les personnes me disent, oh là là, mais non, j'ai déjà essayé, oh là là, mais j'ai eu telle mauvaise expérience, oh là là, il s'est passé ça, j'avais recruté, ça s'est mal fini, prud'homme ou pas, etc., etc. Donc, gros sujet déjà dans l'entrepreneuriat et dans le business, évidemment, la délégation. Et plus particulièrement, en tout cas c'est ma perception, c'est mon analyse, c'est mon expérience, je trouve, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un épisode de podcast dédié sur ce sujet, je trouve que c'est particulièrement le cas, c'est particulièrement exacerbé chez déjà premièrement les femmes entrepreneurs globalement, en général, plus que chez les hommes entrepreneurs. On sait que les femmes entrepreneurs créent des entreprises de taille plus petite que les hommes entrepreneurs, en moyenne, hein, c'est les statistiques là qui le disent, il y a eu plein d'études de fait, et surtout, elles créent des entreprises avec moins de collaborateurs, moins de recrutement. Quand je dis collaborateurs, ça peut être salarié, mais pas que, justement. Recruter, déléguer, on vous apprend ça dans Dreamwild, on vous accompagne dessus pour que vous preniez conscience que recruter, déléguer, ça n'est absolument pas toujours systématiquement, obligatoirement recruter une personne salariée, statut cadre, à 35 heures, etc. etc. Voilà, bon bref. Donc ça c'est un autre sujet, c'est sur le sujet du recrutement, c'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui. Là on va vraiment être sur la question de la délégation. Voilà, gros sujet de crispation lié à des mauvaises expériences, des croyances, etc. qu'on va creuser ensemble. Donc le sujet du podcast d'aujourd'hui, ce sont les 3 causes qui vous empêchent de déléguer et qui du coup vous épuisent un peu plus chaque jour dans vos entreprises. Je parlais juste avant des croyances, puisque c'est vraiment, comme je disais, quand une personne arrive dans les accompagnements de Dreamwild, très 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 souvent, quand on se rend compte que, en fait, eh bien, tout simplement, c'est pas un problème d'organisation, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est pas une question que vous avez une mauvaise organisation ou que vous gérez mal votre agenda, c'est qu'à un moment, il y a trop de choses à faire et c'est juste humainement pas possible et donc vous ne pouvez pas continuer à faire seul ou à faire avec la petite taille d'équipe ou de délégation. Donc il y a besoin soit de mettre en place, soit d'amplifier, de développer la partie délégation dans votre entreprise. Et très souvent, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses bloquantes. Donc on va le voir, il y a 3 causes principales qu'on va détailler ensemble. Mais avant, dans les croyances, puisque j'ai commencé à parler de ça, je voudrais vraiment citer une des énormes croyances qui est présente par rapport à ce sujet de la délégation. C'est cette fameuse phrase que vous avez très certainement déjà entendu, que probablement vous avez déjà verbalisé, répété, que vous vous êtes très certainement renforcé dans vous-même en fonction de situations, d'événements, d'expériences que vous avez vécues, cette fameuse phrase très répandue qui est «On n'est jamais mieux servi que par soi-même». Je ne sais pas si voilà, vous avez été éduqué dans cette croyance. Moi, ça a été mon cas. J'ai un père qui répétait énormément cette phrase-là. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, sous-entendu, hein, pour celles qui connaissent les drivers, les messages contraignants, on appelle ça, c'est le driver soit fort, soit forte, d'accord? En tout cas, cette phrase, cette croyance, elle renforce très très fort, justement, cette notion de faut faire seul, faut pas faire avec les autres, on ne peut compter que sur soi, etc., etc. Donc, je viens sur cette croyance pour ouvrir cet épisode parce que ma conviction aujourd'hui, avec le chemin entrepreneurial de plus de 12 ans maintenant que j'ai marché et que je continue à marcher et que j'ai bien l'intention de continuer à marcher encore un très long moment, eh bien, cette croyance de on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je suis convaincue aujourd'hui que au niveau de l'entrepreneuriat, elle est tout simplement mortelle. Mortelle, vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les 3 causes qu'on va détailler ensemble, qu'on va creuser. Mais comme je le disais, moi j'ai été éduquée avec cette phrase qui m'a été répétée en boucle, plein d'autres, parce que j'avais un père qui était assez moralisateur dans le sens, voilà, il avait beaucoup de principes et il aimait beaucoup
être comment dire, dans cette posture haute, posture assez descendante de moi j'ai cette croyance, donc j'impose ma croyance, j'impose ma vision du monde. Et parmi ces croyances, alors il y a des choses qui m'ont aidé, hein, bon je vais pas diverger là-dessus trop là maintenant, mais voilà, il y a certaines de ces croyances qui m'ont aidé, qui m'ont construite et que j'ai choisi aujourd'hui de continuer à garder et à m'appuyer dessus pour continuer à grandir. Et puis il y en a d'autres, eh bien évidemment que j'ai remises en question et que je continue, puisque tout est croyance et que nous passons notre vie à adopter des croyances qui sont à un moment aidantes et qui ensuite deviennent limitantes et que nous faisons évoluer. Donc bref, cette croyance de on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien j'ai compris sur mon chemin de l'entrepreneuriat qu'elle était extrêmement limitante en business, mais ça m'a pris du temps de la comprendre. D'abord, je l'ai compris cognitivement qu'elle était limitante. Par contre, ça m'a pris encore du temps et vraiment un cheminement assez important, assez long, pour ne le comprendre plus seulement que cognitivement, mais aussi l'intégrer dans d'autres espaces à l'intérieur de moi, donc au niveau pas seulement cognitif, tête, mais aussi cœur, c'est-à-dire émotionnel, et corps, c'est-à-dire instinctif, et au niveau de l'action, pouvoir passer à l'action dessus. Voilà, donc je rappelle que ça commence toujours par prendre conscience, parce qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on ne sait pas et ce dont on n'a pas pris conscience, mais c'est pas parce qu'on a pris conscience de quelque chose qu'on est tout de suite prêt ou prête à agir dessus, et justement, souvent on a besoin d'être accompagné, d'être alors aidé entre guillemets, mais je préfère accompagner pour transposer nos prises de conscience ensuite dans l'action, dans la mise en œuvre. Voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, donc les 3 causes qui vous empêchent de déléguer par rapport à cette croyance de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je veux juste, pareil, en préparation du sujet, ça me paraît important de poser le cadre de cette thématique, de ce sujet. Je veux préciser que, bien sûr, attention, il faut prendre en compte les stades entrepreneuriaux, les phases entrepreneuriales. Vous le savez, si vous avez déjà écouté certains des autres épisodes de ce podcast Croissance Intégrale, j'explique qu'il y a 4 stades principaux entrepreneuriaux. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter l'épisode vers le début, ça doit être le 4 ou le 5 de mémoire, sur comment entreprendre dans un lieu lié au vivant. Dedans, j'explique les 4 stades de développement d'une entreprise, particulièrement d'une entreprise liée au vivant, mais ça s'applique à toutes les entreprises globalement. Donc il y a 4 stades: le lancement, le développement, l'expansion et puis la transmission, d'accord? Et bien évidemment, en fonction du stade de croissance dans lequel se trouve votre entreprise, eh bien, la question de la délégation, le besoin de délégation, il n'est pas le même, il ne s'exprime pas pareil, il ne s'exprime pas dans la même ampleur, etc. Donc il y a des spécificités à apporter en fonction de l'analyse du stade dans lequel se trouve votre entreprise. Pour autant, ce que je veux vraiment vous inviter à prendre conscience là, dans ce partage, dans cet épisode, c'est que le point de vigilance que j'ai envie de vous partager, issu vraiment avant tout de ma propre expérience, de mon retour d'expérience, de mes apprentissages entrepreneuriaux, et que je vois encore une fois beaucoup aussi chez nos clientes, c'est de prendre conscience qu'il y a très souvent une différence entre le moment où votre entreprise est mûre et prête et même a besoin en fait que vous mettiez de la délégation dans la structuration, dans l'entreprise en fait, et le moment où la dirigeante, elle, est prête à le faire. C'est vraiment le principal message que je veux vous apporter déjà sur cette thématique, avant de vous donner plus en détail les 3 raisons pour lesquelles il y a cet écart, ce décalage que je constate, que j'ai vécu moi-même. C'est, voilà, je vois trop souvent, et ça a été le cas sur Dreamwild, où l'activité démarre, se lance, on commence à avoir de la traction, c'est-à-dire de la demande du marché. Il y a bien le product market fit, le couple marché-produit, ça aussi on l'aborde dans les autres épisodes précédents. Et il y a bien ça, et donc l'entreprise peut faire plus, peut aller plus loin, etc. Mais il y a des choses qui limitent, et bien souvent, comme je vous le dis, c'est pas pour rien qu'on a ce podcast qui s'appelle Croissance intégrale, une entreprise ne peut pas grandir au-delà des limites de sa leader. La chose qui limite, souvent, c'est pas tant l'entreprise, c'est la dirigeante, et notamment particulièrement quand on est donc il y a le stade de lancement. Au début, au moment du lancement, c'est ça que je cherche à exprimer ici. Bien sûr, au départ, au moment du lancement, c'est normal, vous tapez dedans, vous êtes sur tous les fronts, vous apprenez votre métier d'entrepreneur, donc c'est normal voilà, d'être un peu touche à tout, de comprendre ce qui se passe, etc., etc. Mais attention à combien de temps va durer, enfin, pendant combien de temps vous allez rester dans ce stade et dans ce rôle-là
de démarrage, d'apprentissage, de lancement de votre maîtrise de votre métier d'entrepreneur par rapport au stade où en est votre entreprise, où elle, peut-être qu'elle avance et qu'en fait, elle est déjà au-delà du stade lancement, mais que vous suivez pas encore assez ou pas encore complètement. Voilà, je le partage en toute transparence, en toute authenticité. Je me suis rendu compte avec le recul que, encore une fois, l'entreprise aurait pu surtout accélérer beaucoup plus vite, mais moi, j'avais besoin de temps, j'avais besoin de transcender, de grandir sur un certain nombre de choses, et particulièrement sur le sujet de la délégation. Donc c'est pour ça qu'on parle de ça ensemble. Je veux partager, par exemple, pour illustrer sur ce point-là aussi, que, encore une fois, je vous l'ai dit, j'écoute énormément de podcasts, énormément surtout de témoignages entrepreneuriaux, de femmes, d'hommes, etc. Et on voit bien dans les récits entrepreneuriaux qu'il y a plein de manières d'entreprendre et qu'il y a donc ce qu'on appelle les solopreneurs, les personnes qui se lancent seules et qui démarrent leur entreprise seules. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui démarrent pas seules et qui, par exemple, déjà s'associent et démarrent en s'associant et en répartissant les tâches selon leurs points forts. Et d'ailleurs, c'est la clé de beaucoup de belles réussites entrepreneuriales. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. On pense toujours bien sûr à Steve Jobs et Steve Wozniak sur Apple. On pense aussi à Walt Disney et Rob Disney, qui était son frère, qui étaient très complémentaires. Il y a aussi les frères Pathé, P-A-T-H-E, les frères Pathé du cinéma Pathé. Donc pareil, je m'étais intéressée à leur histoire, etc. C'était absolument fascinant. Bref, donc il y a des personnes qui démarrent pas seules, qui démarrent dès le départ en étant complémentaires, en étant plusieurs. Et c'est déjà une certaine forme, un premier stade en fait de délégation. Je vais creuser ça dans le premier point, dans la première cause qu'on va voir ensemble. Vraiment la question de la complémentarité. Mais voilà, je voulais déjà amener cette conscience qu'il y a démarré seul, et c'est le cas de beaucoup, et peut-être d'une majorité d'entrepreneurs, j'ai pas été regarder les stats, mais il y a des personnes qui, dès le départ, en fait, ne démarrent pas seules et s'associent au départ. Donc après, c'est pas la même chose entre être associé et être seul, entre guillemets, propriétaire des parts de son entreprise et travailler en collaboration avec donc une équipe, avec des personnes, soit le statut salarié, soit le statut indépendant, etc. Bon, ça c'est encore ou prestataire, enfin c'est encore un autre sujet que ça, on rentre dans le détail vraiment dans les accompagnements, on vous donne des clés, des pistes, des exemples, etc. par rapport à ça, mais voilà, là c'est pas l'objet. Mais voilà, je veux juste amener cette conscience qu'il y a des personnes qui, dès le départ, n'ont pas besoin, entre guillemets, de développer des capacités, des compétences sur tous les domaines de leur casquette entrepreneuriale et dans leur entreprise. Elles n'ont pas besoin de chercher à tout comprendre, à tout maîtriser, puisque elles s'associent et dès le début, il y a une répartition des rôles, une répartition des tâches. Enfin, en tout cas, il vaut mieux parce que c'est quand même une des clés extrêmement importantes d'une association, d'une collaboration réussie. Ça, c'est le premier élément de réflexion que je voulais vous partager. Et la deuxième chose, c'est que je voulais aussi partager que toutes les entreprises ne démarrent pas avec leur dirigeante ou leur dirigeant seul au départ en se lançant et que l'entreprise passe par des stades de croissance avant de pouvoir recruter et déléguer. Si on prend l'exemple des startups, voilà, comme je disais, j'écoute beaucoup de podcasts, je m'intéresse aussi beaucoup à ces univers-là. Et en fait, le principe d'une startup, alors il y en a qui se lancent et qui se développent ce qu'on appelle bootstrap, c'est-à-dire sans financement extérieur ou peut-être juste voilà une mise de fonds du fondateur et des fois peut-être un petit emprunt bancaire, mais sans forcément faire de levée de fonds, de private equity et donc d'aller chercher des financeurs externes hors secteur bancaire. Mais voilà, il y a quand même, si on regarde le modèle des startups, le principe d'une startup, c'est d'aller lever des fonds pour pouvoir, dès le départ, en fait, que le fondateur ou les fondateurs ou fondatrices, dès le début, dès les premiers jours, les premières semaines d'existence de la startup, les personnes ont des fonds et recrutent tout de suite, en fait, recrutent des équipes de développeurs ou de recherche produits, de marketeurs, de vendeurs, etc., etc. Donc, voilà, je veux juste ouvrir un petit peu l'horizon pour vous qui écoutez ces épisodes, ce podcast, que voilà, moi je parle beaucoup évidemment du soloprenariat, du développement de l'entreprise où on démarre sur un stade de lancement, puis on fait les différents stades de développement. Ça a été mon cas, c'est ce que je mène, c'est ce que mène la majorité de nos clientes. Mais voilà, d'ouvrir le champ de réflexion qu'il existe d'autres manières de lancer et développer une entreprise, notamment dans le monde des startups, dans le fait de s'associer. On a
un certain nombre de nos clientes et de nos clients et clients aussi qui sont par exemple couples à la vie et qui sont couples dans l'entreprise, sur la structure en l'occurrence par exemple. Et là, c'est déjà une forme d'association et déjà, ça change les choses sur un certain nombre de points dans le développement de l'entreprise et la croissance des activités. Voilà, ça c'était une longue introduction, mais ça me paraissait important voilà, d'amener de l'éveil sur ces points-là. Autre point important, si là tout de suite, à partir du moment où j'ai parlé de délégation, vous avez commencé à vous dire, ah mais moi ça me concerne pas ou ça concerne pas mon entreprise parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce qu'elle n'en a pas encore les moyens, parce que, alors j'ai pas les sous, non c'est pas vous qui avez pas les sous, c'est votre entreprise, c'est différent, mais voilà, mon entreprise n'a pas les moyens, mon entreprise ne peut pas financer de la délégation, alors là je vous arrête tout de suite. Là, on n'est pas sur un sujet de délégation, en vrai, du coup, on est sur un sujet de rentabilité. Ok. Donc ça, c'est un autre sujet que je ne traiterai pas dans ce podcast. J'avais commencé à en parler un petit peu dans l'épisode précédent, dans un des 4 plafonds. Et voilà, je ne vais pas creuser plus en détail, mais c'est quelque chose qu'on peut voir dans l'événement dont je vous ai parlé en début de ce podcast, juste avant cet épisode, et dont je vous reparlerai aussi après. Voilà, donc là, on n'est pas sur la question du financement de la délégation. En fait, la question du financement de la délégation, c'est un autre sujet. C'est pas celui dont je vous parle là maintenant. Voilà, donc le message en synthèse de cette longue introduction sur cette thématique de la délégation, c'est que je vous invite vraiment à prendre conscience que dans le développement d'une entreprise, dans la croissance d'une entreprise, il y a un énorme enjeu, il y a un énorme sujet autour de la libération de la capacité de production. Et donc, encore une fois, la capacité de production auprès des clients, donc produire les prestations, surtout quand on est dans des activités, encore une fois, d'accompagnement, de liens, de relations, qui sont pour une grande partie soit en lien direct ou en asynchrone, mais où il y a une production de matière, de contenu, d'accompagnement. Et aussi la capacité de production en interne, c'est-à-dire que par exemple une dirigeante qui est occupée à produire, à faire des séances, à donner des cours, à donner des stages, à animer des séjours, à faire tout ça, c'est du temps qui ne peut pas être passé sur la structuration de l'entreprise, son développement, le commercial, etc., etc. Et vous le savez, il n'y a que 24 heures dans une journée, on a des limites de temps, d'énergie, etc. Et donc, voilà, vous l'avez compris maintenant, l'énorme sujet, l'énorme enjeu de si vous voulez développer plus votre entreprise, eh bien, à un moment, ça ne peut pas être en faisant plus vous-même sur tous les plans. Et encore une fois, en fonction de la durée d'existence de votre entreprise, de ses activités et de plein de paramètres, eh bien, à un moment, plus ou moins tôt, plus ou moins intensément, il y a besoin que ça aille au-delà de vous, que l'entreprise grandisse au-delà de vous. Donc maintenant, on y vient, les 3 causes qui vous empêchent de déléguer. C'est ça qu'on va creuser là sur la suite, pour que, encore une fois, vous puissiez prendre conscience et ensuite devenir capable d'agir dessus. Les 3 causes qui vous empêchent de déléguer, soit de déléguer tout court, si vous n'avez pas encore du tout de ressources auxquelles déléguer dans votre entreprise, ou qui vous empêche de déléguer plus, si vous déléguez déjà un petit peu, mais que ça plafonne, c'est limité, c'est difficile, vous le vivez mal, etc. Et ou de déléguer mieux. C'est vraiment de ça qu'on veut parler. Donc, je fais référence ici, pour celles qui ont écouté d'autres épisodes, et notamment l'épisode précédent, là, ce dont on parle, dans les 4 piliers de croissance intégrale, on est sur le pilier 3 de la relation aux autres, et sur le pilier 4 de la relation à soi, particulièrement, d'accord? Donc, pourquoi tant de femmes entrepreneurs, et notamment de femmes entrepreneurs du vivant, construisent des entreprises dans lesquelles elles se retrouvent enfermées, bloquées, épuisées, limitées et exhaustées. C'est exhausted en anglais, j'ai le mot qui m'est venu, mais voilà, qu'elles se retrouvent vraiment vidées par leurs entreprises ou enfermées, emprisonnées parce que elles sont complètement bloquées à ne pas pouvoir prendre de repos, de vacances, que tout repose sur elles, etc. Alors, il y a 3 causes principales. La première, qui est très commune dans toutes les femmes que l'on accompagne dans Dreamwild et qui a été mon cas en premier lieu, et je me suis bien soignée, j'ai bien grandi et j'y travaille encore, eh bien c'est un énorme besoin de contrôle, de maîtrise. Alors contrôle et maîtrise, c'est pas la même chose, mais en général au départ c'est un besoin de contrôle qui est en fait un énorme besoin de sécurité. Et si vous avez écouté les épisodes précédents, notamment celui sur les besoins du féminin, etc., l'épisode spécial de la journée de la femme,
eh bien, vous savez maintenant que le besoin principal de l'énergie féminine, c'est la sécurité. Et eh bien, il y a un énorme besoin autour de ça qui crée du coup un très 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 fort besoin de contrôle à la fois dans ce qui est produit par et dans l'entreprise, et aussi en termes d'image, de communication, de visibilité, qui est en fait voilà, un gros besoin de sécurité. Donc beaucoup des femmes entrepreneurs, et particulièrement des femmes entrepreneurs du vivant qu'on accompagne, ont une, je vais dire le mot, hein, moi je le vois comme ça aujourd'hui, une hypersensibilité. Et c'est pas du tout critique ou péjoratif quand je dis ça, hein, je m'inclus dedans, j'ai bien compris que j'ai aussi cela. Voilà, une hypersensibilité à la question de la critique, du rejet, enfin voilà, du renvoi émotionnel que peuvent créer les choses autour de ça. Donc, grosse peur de perdre la qualité si c'est pas elles qui font, si elles doivent déléguer. Moi, j'ai été énormément là-dedans, donc j'ai bien grandi et j'ai encore un peu de chemin à parcourir, voire beaucoup sur certains sujets, mais ça évolue énormément. Pour info, avant-hier que j'enregistre cet épisode, nous avons célébré la neuvième personne qui a intégré l'équipe de Dreamwild, à la fois l'équipe interne et, enfin, qui, voilà, quand je parle d'équipe, là, je parle à la fois des personnes qui travaillent en interne et en accompagnement, donc en production dans Dreamwild, dont certaines qui travaillent dans les deux. Mais voilà, actuellement, nous sommes 9 dans l'équipe de Dreamwild et qu'il y a eu une belle croissance ces derniers temps. Et là, c'est sans compter les mentors et d'autres personnes qui sont prêtes à intégrer l'équipe d'accompagnement au fur et à mesure de notre croissance, de notre développement. Donc, on a même encore 3 autres personnes qui seraient prêtes à intégrer l'équipe d'accompagnement. Mais d'abord, voilà, on a de la structuration interne à faire, à avancer, à finir. D'où les recrutements internes qui ont eu lieu ces derniers mois. Et le dernier en date, il y a 2 jours. Donc voilà, juste pour info, c'est un sujet qui est très, enfin voilà, qui se matérialise pleinement dans Dreamwild actuellement. D'où mon envie de vous parler de mon retour d'expérience sur ces sujets-là. Voilà, donc peur de perdre la qualité, et beaucoup ont appris à faire seules, par elles-mêmes, c'est ce que je disais en introduction, autour du soi forte, autour du on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et toutes les croyances autour de ça. Quand j'ai creusé un peu plus ce sujet-là, en ce qui me concerne dans mon cheminement, dans mon analyse, moi j'ai la croyance aujourd'hui que ce besoin de contrôle, de maîtrise, certes il est lié, donc c'est un énorme besoin de sécurité, et il me semble, en tout cas c'est ma vision aujourd'hui, que c'est quand même très 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 exacerbé dans ce qu'on appelle les profils, les personnes de profil neuroatypiques, donc les profils HPI, au potentiel intellectuel, HPE, au potentiel émotionnel, les profils du spectre autistique, les TSA, donc type Asperger, etc. Pourquoi? Moi, ce que j'en ai analysé, hein, c'est le cas de le dire, c'est qu'il y a un énorme besoin de comprendre les choses. Besoin, en fait, de cartographier, de pouvoir avoir la vision d'ensemble des choses, de comprendre justement les limites d'un sujet, de comprendre les contours, en fait, qu'est-ce qui délimite les contours d'un sujet. Donc un gros besoin de compréhension, d'analyse, etc. Et puis aussi un gros besoin de faire les choses, de les vivre soi-même, pas que cognitif. Enfin, d'abord comprendre intellectuellement, mais ensuite vivre les choses, les expérimenter, les traverser émotionnellement, vivre la situation, vivre l'expérience, pour ensuite se sentir en capacité, capable, légitime, etc. Du coup, de déléguer ce sujet-là. Alors attention, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai compris avec le recul que j'ai beaucoup, enfin que j'ai énormément fonctionné comme ça. J'en avais besoin, je ne savais pas faire autrement, même si au bout d'un moment, je l'ai compris, mais ça m'a encore pris encore une fois du temps d'évoluer là-dessus. Le risque de ça, c'est que quand on est dans cette manière d'aborder les choses, eh bien, on fonctionne très facilement, très rapidement dans du micromanagement. C'est-à-dire que on s'approprie d'abord les choses, les sujets, etc. Et ensuite, on cherche quelqu'un qui va faire ça à notre place, mais de la manière dont nous, on le faisait. En tout cas, moi, j'étais là-dedans. Et le problème, c'est que on se retrouve du coup voilà, à micromanager la personne. Et, et surtout, ça crée un plafonnement parce que ça fait que, eh bien, en ayant ce fonctionnement-là, par besoin de sécurité, eh bien, on ne parvient pas à recruter ce qui est le plus important. Et je vais vous dire la citation par rapport à ça. C'est une citation qui m'a beaucoup marqué il y a de nombreuses années. C'était, enfin, vers le début de ma carrière entrepreneuriale, c'était cette citation de les grandes leaders s'entourent de personnes meilleures qu'elles. Bon, à la base, elle est au masculin, hein, c'est les grands leaders s'entourent de personnes meilleures qu'eux. Moi, je l'ai mise au féminin. Donc, les grandes leaders s'entourent de personnes meilleures qu'elles.
sous-entendu dans les sujets, les expertises concernées. Et en fait, quand on a un fonctionnement où on a d'abord besoin de s'approprier, de maîtriser un sujet, une thématique, une compétence, etc., le risque ensuite, c'est de recruter quelqu'un, mais au maximum au niveau de ce que l'on maîtrise nous. Et encore une fois, moi j'ai fait ça, j'ai été dans cet écueil-là, je l'ai compris après, et puis depuis je l'ai transcendé, mais ça m'a pris du temps et de l'énergie pour la raison de la cause numéro 2 qu'on va voir ensemble juste après. Donc attention, si vous vous reconnaissez dans les profils neuroatypiques, voilà, le besoin de compréhension, de cartographie du sujet, etc. Et puis ensuite un besoin vraiment en fait de contrôle, de maîtrise, et du fait du coup de ne pas réussir à recruter des personnes meilleures que soi par besoin de se sentir capable, légitime de superviser en fait le sujet et que si on ne le maîtrise pas, eh bien, comment est-ce que je vais déléguer, piloter une personne si je ne sais pas de quoi je parle? Voilà, donc il y a un gros point par rapport à ça. Voilà, c'est assez relié entre ce que je vous dis, donc besoin de contrôle, de maîtrise, et le point numéro 2 qu'on va aborder juste après. Mais pour le moment, ce qui est à retenir, c'est vraiment cette phrase de « les grandes leaders s'entourent de personnes meilleures qu'elles ». Donc ça demande de développer la capacité à comprendre les grandes lignes d'un sujet, mais pas forcément devenir experte technique, métier de ce sujet avant de pouvoir déléguer. Mais ça amène à une autre question, ça amène à la question de la confiance, ça amène à la question des positionnements, des postures relationnelles, et surtout de comment on fait confiance, comment on établit la confiance dans la relation. Ça va être le point numéro 2, la cause numéro 2. Et très souvent, moi j'ai compris, encore une fois, avec le recul, que parce que j'avais des vraies problématiques sur la question de la confiance dans les liens et dans les relations, d'accord? Troubles de l'attachement, trauma relationnel, etc. J'essayais de pallier au fait que je ne me sentais pas en capacité de savoir si je pouvais avoir confiance dans une relation, dans un lien, par le fait d'essayer de faire par moi-même, d'essayer de maîtriser le sujet, euh, avant de pouvoir du coup entrer en lien et collaborer avec une personne sur ce sujet-là. Eh bien, je vous partage avec le retour d'expérience que c'est extrêmement limitant, que ça fait très fortement plafonner les choses. Alors attention, hein, ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de développer. Encore une fois, il faut remettre toutes les choses en perspective. Ça fait 12 ans que j'ai développé mon entreprise, ça fait 12 ans ou pas loin que j'en vis, qu'il y a de l'évolution. C'est juste que par rapport à, encore une fois, mes objectifs, mes ambitions, l'impact que l'on veut avoir, eh bien, je trouve que on n'y est pas encore, pas encore assez, pas encore assez vite. Mais ça, j'y travaille aussi parce que c'est, encore une fois, très relatif et que on a déjà, et j'ai déjà atteint de beaux paliers et de très belles étapes. Mais voilà, amélioration continue, croissance permanente, croissance intégrale, donc voilà. Bref, donc, les grandes leaders s'entourent de personnes meilleures qu'elles et votre objectif quand votre entreprise grandit et dès que possible, c'est en fait vous d'identifier ce qu'on appelle votre zone de génie et de vous positionner, de rester vraiment dans votre zone de génie, là où vous êtes excellentissime. Alors, il y a une différence entre la zone de génie, la zone d'excellence, la zone de compétence et la zone d'incompétence, mais ça c'est un autre sujet encore. Ça fait partie des outils qu'on transmet dans les processus d'accompagnement. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vous d'opérer au maximum au quotidien dans votre zone de génie et sur le reste, de mettre des personnes qui sont elles-mêmes dans leur propre zone de génie à ces endroits-là, sur ces tâches-là, sur ces périmètres-là, sur ces projets-là. Il y a un excellent livre que je vous recommande sur ce sujet qui s'appelle Who Not How en anglais, ce qui veut dire qui et pas comment, d'accord, de Dan Sullivan et Benjamin Hardy avec un H. Donc c'est Who Not How, qui et pas comment. Et alors je suis pas sûre qu'il soit traduit en français, par contre c'est un livre américain qui est en anglais, c'est sûr, à voir. Je suis pas certaine qu'il y ait une traduction française, mais par contre vous pouvez trouver sur internet plein de résumés de personnes qui vont vous faire la synthèse de ce livre, etc. Et ce livre illustre vraiment, et ça je le constate et je le vois dans les entrepreneurs plus avancés que je côtoie, quand ils veulent développer, accélérer leur entreprise, c'est plus de se poser la question de comment je peux faire ça, c'est de dire qui va être la personne qui va pouvoir faire ça en fait, de qui j'ai besoin pour pouvoir mener ce projet, mener cette prochaine étape de croissance, mener cette tâche, prendre en responsabilité ce périmètre, etc. Voilà, donc ça c'était le point numéro 1, dans les 3 causes qui vous empêchent de déléguer tout court ou de déléguer plus ou de déléguer mieux et que ça vous épuise au quotidien de rester là-dedans. La première cause, c'est le besoin de contrôle, le besoin de maîtrise des sujets, des thématiques, des domaines pour pouvoir opérer dedans et même pour pouvoir superviser une personne dans ces sujets-là. Donc ça, c'est la première
raison qui est bloquante là-dessus et sur laquelle travailler, transcender, évoluer. La deuxième, j'ai déjà commencé à en parler, mais parce qu'elles sont très liées en fait toutes les deux. La deuxième raison, la deuxième cause, eh bien, ça provient de difficultés de positionnement relationnel. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire autour de ça, mais on est vraiment dans la question de comment j'entre en lien avec une autre personne, comment je me positionne dans la relation avec une autre personne, et dans quelle mesure est-ce que je suis en capacité de conscientiser mes propres besoins et ceux de mon entreprise, de les reconnaître, de les exprimer, etc. Donc on est sur le sujet de comment j'entre en lien, comment je communique clairement à une autre personne pour que des choses fonctionnent. Donc il y a des gros sujets autour de la conscience de ses propres besoins, de l'expression de ses propres besoins et du fait de faire respecter ses propres besoins. Donc quand on est dans le fait plaisir, dans la suradaptation, dans la peur du conflit, etc., etc., eh bien ça crée d'énormes problématiques relationnelles, déjà dans sa vie personnelle, en fonction de ce qu'on a vécu dans son histoire de vie, etc., etc., et du coup forcément ça se transpose dans son entreprise. Et de manière très reliée à ça, eh bien quand on est entrepreneur et ensuite dirigeante, eh bien arrive la question du positionnement, et du positionnement, alors je vais mettre des très gros guillemets, mais hiérarchique, qui est que à partir du moment où on a besoin qu'une personne travaille, produise pour son entreprise, etc., eh bien ça demande en effet d'exprimer des demandes à cette personne-là, de entre très 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 gros guillemets, parce que ça c'est le modèle patriarcal, mais de donner des ordres. Alors c'est pas donner des ordres en fait, c'est exprimer des demandes, des attentes, donner un briefing, un cadre, enfin voilà, il y a plein de manières de le formuler autrement. Mais bien sûr qu'à un moment, il y a enfin, il faut dire les choses comme elles sont, à un moment, il y a un cadre et il y a une forme de relation. Alors, de pouvoir, je sais pas, mais en tout cas une forme de relation d'influence. Maintenant, dès qu'il y a relation, il y a influence, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les autres épisodes, mais justement de prendre conscience de quelle est la relation d'influence dans ce contexte, dans ce cadre, et d'apprendre là aussi en fait à assumer et à maîtriser les caractéristiques de cette relation d'influence que l'on pourrait appeler relation hiérarchique, relation d'autorité, etc., etc. Donc en synthèse, sur ce point, les femmes entrepreneurs qu'on accompagne souvent ont un passé, un passif entre guillemets relationnel compliqué, notamment du vécu de suradaptation, de soumission à des situations d'emprise, des situations d'abus de pouvoir, etc. Et donc, quand il s'agit bien d'avoir une relation d'influence, d'avoir une forme de pouvoir relationnel sur l'autre, eh bien ça peut être très très compliqué, ça peut les faire se sentir complètement démunies, complètement incompétentes. En tout cas, moi, ça a été mon cas pendant un certain temps. Ça a été un des gros freins, un des gros sujets que j'ai eu dans mon chemin entrepreneurial sur ces aspects et que j'ai eu déjà à les soigner chez moi, à les transcender et à aller grandir et devenir assertive par rapport à mes propres besoins et par rapport à ma capacité à me positionner dans les relations de manière saine, épanouissante, constructive pour tout le monde, pour ne pas me suradapter, ne pas me soumettre, ne pas oser, et du coup que ça soit dommageable pour mon entreprise. Donc voilà, la deuxième cause, c'est la difficulté de positionnement relationnel et que ça, eh bien, comme je dis, ça s'apprend, ça se travaille. Voilà, il y a vraiment des gros sujets à aller voir dans la partie immergée de l'iceberg, ce qu'on appelle nous dans croissance intégrale le pilier numéro 3, relation aux autres, et le pilier numéro 4, relation à soi. Il y a aussi, et ça c'est relié à ce que je disais dans la cause numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, il y a aussi une question en fait de combien vous vous autorisez à recruter des personnes meilleures que vous sur les sujets, les thématiques, donc des personnes qui ont plus de connaissances, plus de compétences, etc. En sachant qu'à partir du moment, et ça c'est vraiment moi ce que j'ai vécu depuis maintenant quelques années et que je vis de plus en plus, qui s'amplifie dans Dreamwell, c'est que plus vous vous sécurisez vous-même dans votre relation à vous-même, plus vous parvenez à vous sécuriser dans vos relations aux autres, et plus eh bien, vous devenez capable de recruter des personnes meilleures, excellentes dans leur domaine de compétences, d'expertise, etc. Et du coup, plus vous avez des personnes eh bien, de qualité dans votre équipe et avec lesquelles vous avez du coup beaucoup moins besoin de micromanager et à qui vous pouvez confier plus de périmètres de responsabilité et donc déléguer encore plus et donc récupérer du temps, de l'énergie, vous centrer encore plus sur votre zone de génie, etc. La spirale vertueuse, elle est vraiment là-dessus. Et vous l'aurez compris, ça part avant tout de vous, de nous, de l'intérieur, okay, de la relation à soi, du pilier numéro 4. Et enfin, et là on y est pleinement sur le pilier numéro 4, dans la cause 3
de ce que je vous partage dans cet épisode sur les 3 causes qui vous empêchent de déléguer ou de déléguer plus ou mieux. La cause numéro 3, eh bien, c'est le rapport à votre besoin de reconnaissance. Alors, le besoin de reconnaissance, attention, hein, à la base, il est sain, il fait partie des 6 besoins humains profonds. C'est le 3e. Donc, le besoin de reconnaissance, c'est OK, on en a tous et on en a toutes à différentes intensités, priorités, mais on a toutes et tous un ego. On se construit toutes et tous sur une construction psychique, hein. L'ego, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est ce qui tient notre psychisme debout et en un seul morceau. Donc c'est OK, mais attention de comment s'exprime le besoin de reconnaissance et à travers quel véhicule. Parce que si votre identité est complètement fusionnée avec l'entreprise, eh bien là, ça peut vraiment poser des gros problèmes. Des choses de l'ordre de bah, si je suis pas là, ça marche pas, ça me rassure, ça nourrit mon besoin d'exister, j'ai de la valeur, en gros, vu que tout dépend de moi, tout passe par moi. Si je suis pas là, c'est pas possible. Donc bah, en fait, ça donne inconsciemment, hein, tout ça c'est inconscient, mais ça donne une importance énorme en fait dans l'entreprise, ça permet d'exister. Et ça, voilà, ça peut venir nourrir un besoin psychique, peut-être un peu souffrant, profond, mais ça crée d'autres problématiques, d'autres limites par ailleurs, d'équilibre de vie, alors j'aime pas ce terme, mais d'harmonie de vie dans voilà, la place que vous donnez à votre entreprise, à votre travail, par rapport à d'autres espaces, par exemple la santé, l'activité physique, les relations hors du cadre professionnel, familial, etc. par exemple. Donc attention, si l'identité est fusionnée avec l'entreprise, alors encore une fois, pour moi, une entreprise, elle découle de la vision des valeurs, enfin de sa leader. Ça, pour moi, ça c'est pas du tout contradictoire, mais c'est important après de vraiment prendre conscience que l'entreprise, ça devient une entité propre, une entité indépendante qui existe au-delà de vous. Et vous restez la pilote, vous restez la garante du cadre, mais c'est pas parce que vous êtes la leader que tout doit dépendre, reposer sur vous, que vous devez tout porter en fait. C'est vraiment le message. Et un autre point aussi qui est important de comprendre par rapport au besoin de reconnaissance qui peut être très limitant sur la partie délégation et donc croissance de l'entreprise, eh bien c'est le syndrome de ce qu'on appelle la survaleur. C'est quand les personnes ont la perception de manquer de légitimité, de manquer de valeur sur leur cœur de métier, leur cœur d'expertise, etc. Et le besoin de, du coup, compenser cette croyance d'illégitimité par du volume de travail. Voilà, encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit juste avant, de la présence dans l'entreprise, le fait de tout contrôler, de passer, comment dire, de tout porter, etc. Eh bien, ça peut être lié aussi par enfin, c'est très relié les deux, mais voilà, de faire plus. J'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent que je faisais trop de choses, trop bien depuis trop longtemps, on est pleinement là-dedans. Donc voilà, quand il y a une souffrance autour de sa valeur, son estime de soi, eh bien ça peut être compensé par du volume de travail et qui du coup au final est bloquant parce que le travail est fait mais pas sur les éléments dont l'entreprise a réellement besoin aujourd'hui pour grandir, pour se développer et qu'on continue à faire ou à produire sur des choses qui devraient aujourd'hui être déléguées et être produites et prises en charge, prises en action par d'autres personnes. J'ai un témoignage d'une cliente qu'on a accompagnée dans Dreamwild qui exprimait sur ces sujets-là quand on l'a accompagnée et qu'elle a mené son chemin de croissance, de développement et qu'ensuite elle a pu recruter délégués. Elle disait, cela me renvoyait, donc ce fonctionnement historique dans lequel elle était avant d'être accompagnée, elle dit, cela me renvoyait que j'étais indispensable. Sous-entendu, voilà, j'avais le besoin inconscient, psychique, d'être rassurée, réconfortée, valorisée dans ça, en fait, que j'étais indispensable. Et elle dit donc, cela me renvoyait que j'étais indispensable, ce fonctionnement me renvoyait que j'étais indispensable. Et, sous-entendu, lors de l'accompagnement, au lieu de continuer d'en être fière, j'ai compris que c'était le problème et surtout la source de mon épuisement. Voilà, donc c'est une de nos clientes qui partageait ça et qui a mené cette prise de conscience et cette évolution pour se détacher, on parle bien de détacher, on parle de lien à la base, de son entreprise, d'un certain nombre de choses dans son entreprise. Voilà, donc les 3 causes qui vous empêchent de déléguer ou de déléguer plus ou de déléguer mieux dans votre entreprise. En rappel, eh bien, c'est le besoin de contrôle, le besoin de maîtrise, qui est en fait au fond un besoin de sécurité lié à un certain nombre de choses en fonction de votre profil, de votre histoire, de ce que vous avez vécu. Le deuxième, c'est les difficultés de positionnement relationnel, les difficultés de positionnement dans le lien, dans la relation. Et enfin, le troisième, c'est un fort besoin de reconnaissance, estime de soi, légitimité, qui fait que vous cherchez à pallier
cela par différents moyens, mais qui deviennent limitants et qui peuvent l'être pendant longtemps, voire même dangereux pour votre entreprise. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai abordé, dans ce que je vous ai partagé lors de cet épisode, dans ces 3 points, et que vous voulez faire évoluer les choses là-dessus, que vous voulez aller plus loin, que vous voulez creuser, que vous voulez avoir voilà, des clés, des outils, des exemples, des témoignages par rapport notamment à ces sujets-là, et pas que, eh bien, je vous propose de vous inscrire à la semaine spéciale que l'on va organiser très prochainement avec Dreamwild. Donc, du 1er au 5 juin prochain, on organise une semaine spéciale, une semaine en immersion qui s'appelle la semaine Leadership et Croissance. Le thème, c'est débloquer la croissance et faites grandir votre entreprise sans vous épuiser. 5 jours pour développer une entreprise qui vous ressemble sans devoir en faire plus grâce à la croissance intégrale. C'est une semaine qui est dédiée spécialement pour les femmes entrepreneurs engagées et visionnaires qui veulent contribuer au vivant grâce à leurs entreprises. Donc si vous vous y reconnaissez, si vous êtes concerné par le fait de contribuer au vivant, eh bien venez, inscrivez-vous à la semaine. Ce sera donc 5 soirées du lundi au vendredi, lundi 1er au vendredi 5 à 20h30. On aura donc 5 soirées d'ateliers avec des transmissions de clés, d'outils. On ira beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Il y aura des coachings en direct sur les thématiques abordées. Il y aura des témoignages, des partages d'expériences d'autres femmes entrepreneurs du vivant. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire. Le lien, normalement, est sous l'épisode quelque part. Voilà, il y aura la possibilité d'avoir des replays pendant l'événement. Il y aura possibilité aussi d'avoir le pack replay que vous pourrez garder indéfiniment. Donc inscrivez-vous et ensuite vous pourrez vous inscrire et acheter le pack replay pour celles qui le souhaitent à un tout petit tarif pour que vous puissiez le garder. Et il y a aussi, cette fois-ci exceptionnellement, une possibilité du pack. Alors il y a le pack VIP replay pour avoir les replays plus la masterclass énergie féminine, énergie masculine en cadeau. Et là, il y a un autre pack qui s'appelle le pack VIP coaching. Et là, il y a 3 places en coaching VIP. Ce sera une session supplémentaire le vendredi après-midi avec du coaching individuel, mais il n'y a que 3 places. Donc, renseignez-vous pour les personnes qui sont intéressées. Vous aurez tout ça sur la page d'inscription. Et pour les personnes qui prennent le pack VIP replay, vous aurez la possibilité de venir en auditrice, de venir assister à la session coaching VIP du vendredi après-midi. Mais ce ne sera que pour les personnes qui auront pris le pack VIP, soit le pack VIP replay pour y assister en auditrice, soit le pack VIP coaching pour faire partie d'une des 3 personnes qui seront coachées en live, en direct, dans ce petit comité, dans ce petit groupe des personnes qui auront choisi le pack VIP. Mais ça, c'est en plus des 5 soirées ateliers, des 5 soirées événements que nous aurons dans l'événement de la semaine Leadership et Croissance. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire gratuitement, avoir votre place, avoir les replays qui auront une disponibilité pendant l'événement gratuitement. Donc, allez-y, le lien est sous l'épisode et j'ai très très hâte de vous retrouver, de vous accueillir pendant cet événement qui arrive très bientôt. En attendant, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.